Monsieur le Président, bonjour. Доброго дня. Bonjour. Merci d'être là. La situation dit tout. Tout à l'heure, vos officiers ont vérifié qu'il n'y avait pas de radioactivité. Tout est fait pour que l'endroit où vous êtes, personne ne puisse le repérer par des ondes. Quel est votre état d'esprit après bientôt 10 mois de la guerre? Моральный стан Mon état d'esprit est tout à fait bon. в порядку. Я думаю, что Je crois que tout le monde connaît les couleurs de la maison qui nous abrite. C'est la maison des chimères où nous recevons nos hôtes de marque. це одна з Donc, резиденцій, в якій ми soyez les bienvenus. поважних гостей. Тож, welcome. Il y a ce moment extraordinaire le 25 février quand vous faites cette vidéo en disant « Président tout, le président est là et que vous restez », mais 10 mois ont passé. Est-ce qu'il y a le risque de l'usure? Non, ce n'est pas possible. Je me sens très bien. Et comme tous les Ukrainiens, comme chaque citoyen de ce pays, je ne peux pas me permettre de moments de lassitude. Ce sont les Ukrainiens qui me donnent l'énergie, leur manière de faire face à cette terreur. De quelque métier qu'ils soient, des professeurs aux électriciens, des militaires aux paysans, tous font leur travail au quotidien. Les volontaires sont toujours mobilisés au nom de notre patrie, de la liberté de celle-ci. Donc, comme ils sont infatigables, je dois être un exemple. Je n'ai pas le droit d'être fatigué. Les Russes mènent une nouvelle forme de guerre contre vous en détruisant les infrastructures. Est-ce que vous voyez le risque d'une rupture majeure? Par exemple, évacuer une ville, Odessa, voire Kiev? Premièrement, je pense que beaucoup dépend de l'éducation et même de la culture de chacun. Pour moi, la Russie n'a pas commencé une nouvelle forme de guerre. Elle fait ce que faisait le régime fasciste sous Hitler. Frapper l'Europe, y compris l'Ukraine, frapper les infrastructures. Souvenez-vous des bombardements que la Grande-Bretagne a subis comme d'autres pays. Donc tout ça, on l'a déjà connu dans l'histoire. Ces attaques contre les infrastructures de l'eau, de l'électricité, pour semer la panique, pour pousser les gens à fuir, pour provoquer le chaos au sein des populations, afin d'avoir les mains libres pour détruire les villes désertées par leurs habitants, avant de faire intervenir leur artillerie lourde, puis l'infanterie. C'est ça la tactique du président Poutine, aussi sale que celle de Hitler en son temps. Nous la comprenons et nous sommes prêts à y faire face. Je crois que le monde a déjà survécu par le passé à ce type d'agression. Eh bien, il y survivra une deuxième fois. Ça veut dire que vous tiendrez Kiev, coûte que coûte, Kiev ne sera pas évacué? C'est exactement notre intention. Ici, l'esclavage n'a pas cours. Nous sommes une société démocratique. Les gens sont libres de partir quand ils veulent, s'ils le souhaitent. Et c'est normal, on ne retient personne. Mais chacun, comme je vous l'ai dit, reste déterminé à défendre sa patrie, sa famille, même si on peut avoir différents cas de figure. Parfois, des gens ont besoin de partir. Et le rôle de l'État est de leur donner cette possibilité d'être évacués. Mais je vous le dis avec force, si la ville est désertée, elle sera beaucoup plus facile à prendre pour l'ennemi. Je me réfère là à l'histoire récente ou plus ancienne. Toutes les villes du Donbass qui ont été détruites ont d'abord été vidées de leurs habitants, qui ont été obligés de partir du fait de la violence folle des attaques. Et c'est à la suite de ça que ces villes ont été occupées. Quel type d'arme peut empêcher les drones iraniens? Est-ce qu'il y a un type d'arme que vous n'avez pas encore qui pourrait aider à ça? Les systèmes de défense anti-aériens, antimissiles aussi. Par exemple, avec la République française, avec mon collègue Emmanuel Macron, nous sommes en train de convenir de la fourniture de systèmes Crotale. Je le remercie pour ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur le terrain, mais ces matériels n'ont pas encore été déployés. Les Américains, les Allemands nous envoient aussi leurs systèmes. Nous attendons une décision concernant la livraison du système franco-italien SAM-PT et d'autres systèmes de défense anti-aérien.
Tout ça va nous être d'un grand secours pour contrer ces attaques. Différents pays se disent prêts à nous aider, à nous fournir du matériel. Nous attendons aussi des patriotes américains, ces batteries antimissiles à longue portée, qui vont accroître l'efficacité de notre défense. Est-ce que sur les patriotes, vous avez maintenant l'assurance qu'on va vous livrer en grand nombre des patriotes? Le processus est en cours, je dirais les choses comme ça. Moi-même, je le suis personnellement chaque jour. Mais vous pouvez imaginer quelle importance ça revêt pour nous. Et donc on suit cette question dont dépend la victoire future de notre peuple. Je mets à profit mes relations avec le président Biden. Et donc je reste confiant. On va voir. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur les patriotes, le président Biden? Biden? Ouais. Ça fait l'objet de toutes nos conversations, de manière permanente. Je vous le redis, je suis optimiste sur cette question. C'est un point sensible, c'est intéressant. Les Russes ont dit le patriote, ce sera une limite. Pour beaucoup de sujets, ils ont dit ce sera la limite. Et finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Par exemple, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, etc. Est-ce qu'on a trop peur des Russes? Est-ce qu'on cède trop? Est-ce que les Occidentaux cèdent trop au chantage des Russes? C'est un peu trop tard pour avoir peur des Russes. Lorsqu'on parlait des sanctions préventives, c'était à ce moment-là qu'on aurait peut-être dû être plus attentif vis-à-vis du risque de guerre qui émanait de la Russie. Mais bon, pour des gens normaux, il est logique d'avoir peur du déclenchement de la guerre. Le monde civilisé doit d'abord tout faire pour l'empêcher. Mais au stade où en sont les choses aujourd'hui, c'est trop tard. Il serait même malvenu d'avoir peur. Bien sûr, les gens normaux souhaitent éviter un trop grand nombre de victimes, mais ce n'est pas le cas de la Russie. Les Russes sont prêts à sacrifier des milliers de gens. Mais les menaces qu'ils profèrent, notamment par rapport à l'arrivée des patriotes, c'est un peu ridicule. À mettre au compte d'une consommation excessive d'alcool de certains responsables russes et de leur état d'ébriété. Vous pensez à quel responsable russe en particulier? Je crois que vous avez compris. Il commence par M. Peut-être. Maybe. Non, son nom ne commence par rien, parce que pour lui, c'est fini depuis longtemps. Vous dites c'est fini pour ces gens. J'espère pour vous que le SBU a infiltré un peu le FSB, comme le FSB a essayé d'infiltrer le SBU. Est-ce que vous avez des indications que le régime Poutine peut tomber? Qu'il peut être renversé? Je n'ai pas ce genre d'informations. Mais si jamais le monde a besoin de notre aide pour y parvenir, nous y sommes prêts, pour des considérations humanitaires. Sérieusement, vous pensez qu'il y a un intérêt à ce qu'on fasse tomber Vladimir Poutine? Qu'aujourd'hui, il faut avoir la franchise de dire c'est un intérêt des démocraties occidentales? Tout d'abord, je crois que la question d'un changement de régime en Russie, c'est avant tout l'affaire des Russes. C'est leur peuple, leur société qui doit s'en saisir. C'est eux qui sont privés de liberté de choix, qui sont plongés dans un état d'isolement. Donc c'est à eux de comprendre les conséquences de la propagande dans laquelle ils baignent. Ils sont de plus en plus isolés du reste du monde. Ils ont une vision de ce monde qui leur est inculquée, mais qui ne correspond pas à la conception normale des choses. Donc c'est d'abord leur affaire à eux de changer leur régime, leur pouvoir de l'intérieur. Et si ce pouvoir n'est pas prêt à changer, alors les Russes auront intérêt à se demander comment changer de pouvoir. Sinon, ils risquent de perdre leur État, leur système étatique, leur culture et même leur histoire en général.
Est-ce qu'il y a des signes que la Russie prépare une deuxième vague en 2023? Oui, nous en sommes tout à fait conscients. On peut comprendre leur désir de revanche. Ça reste leur obsession, leur envie d'attaquer notre pays, d'occuper notre territoire. Ils n'ont jamais renoncé à ce projet, je pense. Mais la question est-ce qu'ils en sont capables? Et sommes-nous capables d'y faire face? Mais leur souhait d'y parvenir, je suis sûr qu'il est toujours là, oui. Là où l'armée russe reflue, les accusations de crimes de guerre se multiplient. Est-ce que vous avez des informations nouvelles sur les déportations des enfants? Des milliers de personnes sont déportées. On a des chiffres impressionnants. On parle de 50 000 à 200 000 enfants dont on a le détail, les noms, les dates de naissance, etc. Pour les enfants, les chiffres se situent dans cette fourchette. Et au total, il s'agirait de plus de 2 millions d'hommes, de femmes, plus de 2 millions d'Ukrainiens déportés à ce jour, avec un fort pourcentage d'enfants. Beaucoup sont des otages aujourd'hui, notamment pour le personnel de la centrale de Zaporijia. On sait comment les choses se sont passées. Dans la ville d'Energodar, tout le personnel technique, après l'occupation de la centrale, les Russes ont envoyé les enfants de ces familles de techniciens en disant que c'était pour les mettre à l'abri. Ils les ont envoyés quelque part et après ils ont dit aux parents, si vous souhaitez récupérer vos enfants, vous devez signer un contrat avec nous qui stipule que vous travaillez pour la Russie et que vous êtes prêts à échanger vos passeports ukrainiens contre des passeports russes. Appelez ça comme vous voudrez, déportation, prise d'otages, enlèvement. Et des exemples comme celui-là, il y en a de très nombreux dans les territoires occupés par les Russes. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un reste totalitaire? Est-ce que c'est encore quelque chose qui reste de l'époque même stalinienne où on déportait des populations? Ми, на жаль, повинні констатувати, що Oui, on est obligé de constater que le président Poutine, lui personnellement, et son entourage, incarnent la survivance de ce régime dont vous parlez. Ils sont à l'image du pire de ce que nous avons connu dans l'histoire de l'époque soviétique. Cet autoritarisme, cette mise en esclavage, cette manière de distinguer les gens et les peuples en différentes catégories, comme si on n'avait pas tous la même valeur. C'est leur façon à eux de se comporter envers les populations, comme autrefois, oui. Comme sous la Rome antique, les patriciens et la plèbe. Ça me frappe beaucoup. Vous utilisez plusieurs fois ce terme d'esclave. Cette idée qu'il y a en Russie une forme de presque de servage. Il y a ce grand écrivain soviétique Grossman qui dit ça. L'esprit de servage a continué chez les Russes. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Malheureusement, oui, je peux vous le confirmer. Encore une fois, ce qui se passe en Russie, ce n'est pas mon souci principal. C'est à la société russe de faire ses choix, de définir le degré de liberté qu'elle souhaite défendre et faire vivre. Mais nous sommes leurs voisins, et à cause de l'esclavage qui règne chez eux, la liberté peut en souffrir chez nous aussi, car tout ce qu'ils subissent du fait de cet esclavage, ils cherchent à nous l'imposer aussi. Vous souhaitez un tribunal pénal international pour juger Vladimir Poutine. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit inculpé le plus vite possible pour créer une situation de non-retour pour tout le monde? Est-ce que pour vous, c'est un point important? Oui, nous avons besoin de créer un tribunal international spécial et j'espère un soutien de la majorité des pays à cette résolution. Ils doivent être inculpés et jugés, pas seulement les dirigeants du Kremlin,
Mais tous ceux qui mettent en place cette stratégie, qui appliquent cette idéologie sous forme de propagande. Actuellement, le tribunal pénal international n'est pas en mesure de juger toute cette infrastructure de propagande. Est-ce que vous avez des informations sur la richesse personnelle de Vladimir Poutine? Il y a beaucoup de fantasmes, personne ne sait très bien ce qui est sa richesse personnelle, ce qui est les comptes du FSB un peu partout dans le monde. Vous avez des informations là-dessus? Nous avons dû construire nos propres services de renseignement et de reconnaissance. Et donc nous en savons un peu plus que le reste du monde sur ces sujets, en effet. Leurs avoirs, ce qu'ils possèdent, dans quel pays, y compris en France. Il y en a pas mal chez vous. C'est-à-dire, pardon, en France, il y a encore beaucoup d'argent russe caché, d'après vous? Il y en a beaucoup, effectivement. Et non seulement de l'argent, des comptes dissimulés, des filières avec d'autres pays, mais aussi de l'immobilier, dans ces endroits magnifiques, si nombreux dans votre pays. Ils possèdent tout ça et ils peuvent toujours en profiter, même si la France en a déjà gelé une partie. On peut saisir vraiment, moi je connais personne, on connaît sur la Côte d'Azur par exemple, des hôtels qui appartiennent à des oligarques russes. Est-ce que vraiment simplement on est dans une telle situation de guerre qu'on peut dire ça on le saisit et on paye à l'Ukraine? Oui, c'est précisément ce que je propose. Même pendant la guerre, notre pays est en train d'être ruiné. Hier encore, une nouvelle école a été détruite. Il y a 2 jours, un institut dans le Donbass a été bombardé. Donc je comprends la volonté de la France de venir en aide à l'Ukraine, à notre société. Mais la question que je veux vous poser, c'est celle-ci. La France soutient l'Ukraine, car elle soutient la démocratie. Elle est tout à fait consciente qu'on est en train de défendre nos valeurs communes. En même temps, il y a des comptes bancaires de personnes très riches qui sont en France. Faites-nous en profiter. À quoi bon puiser dans le budget national français pour financer toute cette aide, alors que ces biens immobiliers coûtent des millions d'euros? Saisissez-les, vendez-les et envoyez la recette à l'Ukraine. À mes yeux, ce n'est que justice. Ils nous privent de nos maisons, de nos infrastructures. Ils détruisent des centaines de milliers d'appartements. Monsieur le Président, vous-même, vous avez essayé pendant une période d'avoir un dialogue direct avec Vladimir Poutine avant la guerre. Même juste avant la guerre, vous avez tenté encore de lui parler. S'il était face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Très difficile. Ce serait très difficile en l'état actuel des choses. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de nous comprendre et d'une manière générale qu'il comprenne ce qui se passe autour de lui et dans le monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu qu'il soit prêt à tirer des conclusions de la tragédie qu'il a infligée à l'Ukraine, au monde, mais en premier lieu à sa propre société, à son propre pays. Il y a une forme d'irréversibilité dans ce qu'il a fait. Je sais que certains proposent de se mettre à la table des négociations avec lui, mais moi je ne vois pas matière à négocier. Il est très difficile d'accepter de dialoguer avec quelqu'un quand vous êtes désarmé et que lui est armé d'une mitraillette, voire même de l'arme nucléaire, ce qui est pire. C'est comme ça qu'il veut négocier. Cet homme, il ne veut pas la paix, ou alors une paix qui soit conforme à sa vision des choses. Mais nos visions sont absolument divergentes, parce que nos mentalités sont divergentes. Expliquez-nous un moment historique. En 2019, c'est la seule fois où vous avez vu Vladimir Poutine à l'Élysée. Emmanuel Macron était là, Angela Merkel. Est-ce que c'est exact qu'à un moment donné, vous avez été seul dans une pièce, seul avec Vladimir Poutine? Oui, pendant un long moment même. Que voulez-vous savoir? Vous vous parliez là d'homme à homme, n'est-ce pas? Vous parliez vraiment de personne à personne à ce moment-là? Oui, je confirme, nous avons passé un moment ensemble.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? C'était une rencontre en deux parties, donc d'abord à 4 avec Macron et Merkel, et ensuite en tête-à-tête avec Poutine. Qui est-il? Qui est Vladimir Poutine selon vous? Qu'est-ce qui détermine sa vision du monde? Qu'est-ce qui est le plus important? Que ce soit un ancien agent du KGB, que ce soit un ultranationaliste qui n'a plus grand-chose avec le communisme? Si vous deviez résumer qui est cet homme sur qui reposent beaucoup d'événements. J'estime qu'il s'agit d'un homme ordinaire, avec des pouvoirs extraordinaires. Mais ces pouvoirs extraordinaires ont pu influer sur sa manière de penser, de vivre. Il faut être un homme cultivé avec une vision du monde adéquate pour exercer le rôle qui lui a été attribué. Je crois qu'il n'a pas supporté ce rôle, qu'il n'a pas été à la hauteur et s'est transformé en un personnage autoritaire. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je citais Grossman tout à l'heure, cette idée que l'extrême nazisme et l'extrême communisme se sont rapprochés, ont toujours eu une forme de parenté monstrueuse. Est-ce qu'il y a de cela dans ce régime à Moscou aujourd'hui? Nous avons cette manière d'appeler le régime russe actuel rachiste. Le fascisme, c'est le pire trait du communisme. Et il y a aussi du revanchisme, qui aspire toujours à récupérer les terrains perdus, du chauvinisme, et puis cette haine envers certaines ethnies et d'autres nationalités. Est-ce qu'il y a, selon vous, une haine personnelle contre vous, chez lui, une volonté de vous tuer? Est-ce que vous avez eu des indications, notamment sur ce que les milices Wagner ont essayé pour vous tuer, pour tuer ce que vous incarnez? J'ai beaucoup d'informations de ce genre, oui, mais je ne crois pas qu'il faille en parler. Disons que je pense qu'il a une idée et une perception pas très positive de ma personnalité et de mon rôle comme président de l'Ukraine. Oui, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a même une haine un peu personnelle? Notre consoeur du journal Le Monde rapporte que dans une discussion au téléphone avec Emmanuel Macron lui dit « Je vais aller à la salle de boxe » et il lui dit « Pense que tu cognes Zelensky », comme s'il avait n'est-ce pas, une fixation sur vous en particulier, personnelle. Poutine au téléphone a dit à Emmanuel Macron... Emmanuel a dit « Je vais boxer ». Voilà. Et il a dit « Voilà, pense que tu cognes Zelensky ». Rapporte Le Monde. Ma consoeur Ariane Chemin. Et qu'a répondu Emmanuel? Ça, je ne sais pas. Nous lui demanderons. Voilà, la question lui est posée. C'est très marrant. Mais c'est pas que marrant, pardon. Non, c'est pas que marrant, parce qu'il y a quand même le fait que vous soyez resté là, ce que vous incarnez, fait que votre disparition physique aurait évidemment un intérêt pour la Russie. Un homme, un vrai, quand il veut faire passer un message à quelqu'un, par exemple, comment dire, s'il veut lui casser la gueule, eh bien, il le fait tout seul. Si c'est un vrai homme, sans recourir au service d'un intermédiaire. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais moi-même. Mais je reste toujours ouvert à ce genre de propositions. Le quoi? Le combat singulier? Toujours prêt, oui. Ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine? Même demain, à sa disposition. Mais ce sera le dernier sommet du président Poutine. Est-ce que cet homme est capable d'employer le nucléaire? Ou est-ce que c'est toujours du bluff? Est-ce que pour vous, l'usage du nucléaire par la Russie d'aujourd'hui est possible? C'est un signe de faiblesse pour moi. L'éventuel usage de l'arme nucléaire, de nos jours, c'est pas une blague, c'est une affaire très sérieuse.
Ça prouve à la fois la faiblesse et le dérèglement mental de ceux qui s'autorisent à faire ce type de menaces. On peut imaginer les conséquences, la ruine totale d'une grande partie du monde. Seuls des gens malades pourraient franchir un tel pas. Le fait même d'en parler démontre que ces gens ont des problèmes qui relèvent de la médecine. À Zaporijjia, est-ce que, selon vos informations, on est arrivé tout près du seuil du danger nucléaire, effectivement, de l'accident? À Zaporijjia, la centrale reste occupée, avec le chantage exercé sur le personnel technique pour les obliger à accepter la nationalité russe. Il y a 500 militaires armés qui sont sur le site, qui rationnent l'eau et la nourriture. La centrale ne peut pas fonctionner normalement. Donc s'il y a un risque d'explosion, tout dépend de ces hommes qui sont dans la centrale, à commencer par ces 500 hommes armés qui sont sur le site. Tout dépend de ces 500 militaires. Je remercie d'ailleurs la France d'entretenir le dialogue avec l'AIEA. Mais ce que l'AIEA propose, je ne le crois pas possible. Ils veulent démilitariser sans vraiment démilitariser. Pour nous, la première chose à faire, c'est de faire sortir les 500 militaires russes du site et ensuite de rendre le contrôle de la centrale au personnel technique ukrainien. Les Français doivent savoir ce qui se passe. On a connu Tchernobyl. Il y avait un seul réacteur et tant de malheurs. Là, il s'agit de 6 réacteurs. La centrale de Zaporijjia produisait et exportait de l'énergie, y compris à destination des pays européens. Les Russes sont venus, ils ont tout bloqué, ils nous ont empêchés d'exporter notre énergie et ils ont réduit notre consommation interne. Mais c'est quoi cette opération militaire? C'est du terrorisme pur. Est-ce que la reconquête de la Crimée a commencé? L'opération à proprement dit n'a pas encore commencé, mais quand ce sera le cas, vous en entendrez parler. Mais je crois que dans les esprits, cette reconquête a déjà commencé. Oui, ça je suis sûr. Notre détermination et notre volonté sont déjà là. C'est une idée déjà acquise. Et il y a une solidarité parfaite dans l'opinion publique ukrainienne pour réaliser cet objectif. Il faut s'y préparer, être conscient que le combat sera dur, personne ne lâchera le morceau facilement, mais on est déterminé. Vous disiez en souriant qu'après la guerre, vous vous réjouissez d'aller vous baigner un jour dans la mer. Est-ce que votre premier bain de mer, ce sera dans les eaux de la Crimée? J'aime beaucoup la Crimée. Plusieurs fois j'y suis allé. Ma femme aussi. Donc ce sera un énorme plaisir pour moi de retrouver une Crimée ukrainienne et non occupée. Ce sera quand, votre bain de mer en Crimée? En été 2023? Oui, c'est pas mal comme idée. Il fait beau en été en Crimée. Monsieur le Président, vous savez bien le double discours des Occidentaux. Souvent, les mêmes en public disent « Bravo Zelensky, la Crimée, bien sûr, c'est ukrainien, vous l'aurez ». Et puis, en privé, derrière les caméras, ils disent « C'est compliqué, la Crimée, quand même, on va provoquer l'ours russe, on va aller trop loin dans la provocation ». Qu'est-ce que vous répondez à cette objection? Si Poutine décide de recourir à l'arme nucléaire, ça ne dépendra pas de ma volonté de reprendre la Crimée, ni de celle des Ukrainiens. Il n'y aura pas de lien direct. Si Poutine a envie de recourir à l'arme nucléaire, il le fera. Il avait déjà fait la promesse à Merkel et à Macron
de ne pas envahir l'Ukraine. Il l'avait assuré plusieurs fois. Il avait dit aussi qu'il était prêt à négocier sur le Donbass dans le cadre des accords de Minsk. Mais on ne peut pas faire confiance aux gens qui font des promesses et qui n'en font qu'à leur tête. C'est comme cet épisode avec la boxe. Il n'a pas une manière franche et directe de faire les choses. C'est toujours une manière détournée. Il a une réalité déformée dans sa tête. Il ne pense qu'à son profit et à son intérêt personnel. Il ne pense même pas à l'intérêt de son pays et de la société russe. Il s'en fiche de la société russe qu'il dirige comme une société d'esclaves. L'usage de toute arme ne dépend que de la solidité de ceux qu'il a en face de lui. Cette union que l'Ukraine doit faire avec ses partenaires et le monde entier. Si Poutine constate que cette unité est inébranlable, il ne le fera pas. Monsieur le Président, Je tiens à ce que vous compreniez bien. Si cette solidarité flanche, il utilisera toutes sortes d'armes pour parvenir à ses fins. Monsieur le Président, Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine. Nous savons que ça ne plaît pas toujours aux Ukrainiens, mais à un moment donné, est-ce que ça vous servira de faire passer des messages à la Russie, peut-être d'organiser une négociation avec la Russie? Non, j'y crois pas trop. Emmanuel est en droit de faire comme il le souhaite, mais ça continue depuis 2019. Ça ne sert à rien d'après vous? Je ne crois pas que ça porte ses fruits. Quand Emmanuel rencontre Poutine une fois par an ou plus, il a un homme différent en face de lui à chaque fois. Il y en a un qui lui fait des promesses, et la fois d'après, c'est une position totalement différente qui est sur la table. Donc ça ne s'arrangera pas. Monsieur le Président, vous savez bien qu'à la fin, à un moment donné, il faudra une sortie de guerre. On n'ira pas à Moscou comme on est allé à Berlin en 1945. Donc, est-ce qu'un jour, la négociation reviendra avec la Russie, avec Moscou? On n'est intéressé ni par Moscou, ni par Saint-Pétersbourg, ni par les territoires des autres. Bien sûr, mais négocier, il faudra négocier. Tout ce qui nous intéresse, c'est de libérer nos terres à nous, les territoires actuellement tenus par les Russes. Il faudra à ce moment-là parler avec une Russie qui sera prête à respecter son interlocuteur et qui commence par nous rendre ce qui nous appartient conformément au droit international. C'est avec une Russie comme celle-là que je serai prêt à négocier, mais pas avec la Russie que l'on a en ce moment, une Russie nazie. Mais Monsieur le Président, admettons, vous récupérez vos territoires. Est-ce que la question de la neutralité de l'Ukraine se pose? Est-ce qu'il faudra un jour ou l'autre dire l'Ukraine doit rester neutre? Il s'agit d'un droit souverain de l'Ukraine et de son peuple. En l'état actuel des choses, on ne peut pas négocier avec une personnalité qui vous a occupé. Je n'ai aucune confiance en des arrangements potentiels avec un tel personnage. Avec Hitler, on a eu beau négocier, des nations entières ont souffert. Mais avec une Allemagne enfin débarrassée du nazisme, une Allemagne démocratique, le résultat a été bien différent. Le monde est heureux aujourd'hui d'avoir un tel pays. Avec la Russie, c'est pareil. Dès qu'elle est prête au respect de la démocratie, du droit et de la liberté, on est partant. Un dernier mot sur l'humour. Monsieur le Président, un dernier mot sur l'humour. Tout à l'heure, vous blaguiez
sur une bataille personnelle avec Vladimir Poutine. Votre femme que j'ai interviewée me parlait des humoristes qui vous inspiraient. Est-ce que ça aide à tenir ça, là, le fait que le peuple ukrainien ait à sa tête un ancien humoriste, le fait qu'il y ait de l'humour dans la société ukrainienne, un peu comme les Britanniques l'ont fait pendant la guerre? L'humour, pour moi, c'est une source de lumière. Même quand les Russes tirent pour éteindre l'éclairage de nos villes, je ne suis pas dans le noir ni dans l'obscurité, et ce grâce à l'humour. C'est une source d'énergie, une manière ironique de se voir soi-même. Ça te permet d'avoir un bon jugement sur toi-même. Même après la présidence, je veux pouvoir mener une vie normale, ne pas aller en prison ni m'enfuir, mais continuer à vivre normalement en Ukraine, sur nos terres libérées. L'humour aide beaucoup à rester soi-même. Monsieur le Président, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.